Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 12.1 Flambement. Plan de cours. Membrure axiale en compression. Mécanisme de défaillance. La nature du flambement latéral. 3 catégories de membrures de compression. Flambement élastique. Longueur effective. Le moment d'inertie et le rapport d'élancement KLR et la procédure. Les membrures axiales en compression. Voici quelques exemples de membrures axiales en compression. Les colonnes et poteaux en compression dans les bâtiments et structures. Les composantes axiales en compression dans les machines. Les membrures en compression dans les treillis. Et vous avez d'autres exemples. Par exemple, la colonne BD est une membrure en compression dans cet élément structural, alors que l'élément BC est un élément en traction. Mode de défaillance. Membrure axiale en compression. On a deux types de défaillance pour les membrures axiales en compression. On a une défaillance reliée à la résistance du matériau, c'est-à-dire on va avoir une rupture si la contrainte normale dépasse la contrainte limite du matériau. Cette rupture est fonction de la charge axiale, de l'aire de section et de la contrainte limite du matériau. Si on dépasse cette contrainte limite, on va avoir la rupture. On note que la longueur de l'élément n'a aucune fonction sur cette mode de défaillance. Alors, cette défaillance est fonction de la résistance du matériau. Le deuxième mode de défaillance est une défaillance reliée à la stabilité de la composante. Il y a une instabilité si la charge P dépasse une charge critique PCR. Si P est plus grand que PCR, on a une instabilité et un flambement latéral, comme il est montré dans la figure. Cette défaillance est principalement fonction de la géométrie de la composante, sa longueur et son moment d'inertie de section. Pour les membrures axiales en tension, voici quelques exemples de membrures axiales en tension, des câbles et les membrures de treillis en tension. Ici, il y a un seul mode de défaillance, une défaillance reliée à la résistance du matériau, c'est-à-dire on a une rupture si la contrainte normale dépasse la contrainte limite du matériau. On note que pour les membrures axiales en traction, il n'y a pas de mécanisme de défaillance relié au flambement. Ainsi, le flambement est un mécanisme qui est spécifique aux membrures qui ont des forces internes en compression. Alors, examinons l'exemple d'un treillis simple. Pour les membrures qui sont en traction, qui sont montrées dans la figure de haut, dans ce cas, on doit vérifier la résistance, c'est-à-dire la contrainte interne dans ces éléments ne devrait pas dépasser la contrainte limite du matériau, soit la contrainte de souplesse sigma yield ou la contrainte ultime sigma ultimate. Pour les membrures en compression, on doit vérifier deux choses. On doit vérifier la résistance, comme on a fait pour les membrures de traction, mais en plus de ça, on doit vérifier le flambement. On doit assurer que la charge axiale interne dans l'élément ne dépasse pas la charge axiale critique. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un flambement latéral avant qu'on a la rupture du matériau ou avant qu'on dépasse la résistance du matériau. La nature du flambement latéral. Définition. Le flambement peut être défini comme étant une grande et soudaine déformation latérale de la structure après une moindre augmentation d'une charge existante, sous laquelle la structure avait peu ou pas de déformation avant l'augmentation de la charge. C'est-à-dire, on applique une charge sur notre composante en compression et on a très peu de déplacement latéral sous l'effet de cette charge. Et soudainement, je viens près de cette charge critique PCR.
Et soudainement, après que je dépasse cette charge, j'ai une augmentation très rapide de la déflexion latérale. On a le flambement. Ainsi, ce mécanisme de défaillance est très catastrophique car le flambement résulte sans grand avertissement. La charge qui cause le comportement instable est appelée la charge de flambement critique. On va l'appeler PCR. Et elle est donnée par cette équation. Alors, quand le P est moins que PCR, on a un équilibre stable. La membrure reste stable. Alors ça, c'est juste un schéma pour montrer de façon conceptuelle qu'est-ce qui arrive. Alors, si le P est plus petit que le PCR, il n'y a rien qui arrive. Alors, on a une membrure qui est stable. Quand P est égal à PCR, on a un équilibre neutre. On est dans une situation précaire. Pourquoi? Parce que si j'ajoute une petite fraction de charge, je vais avoir une instabilité. Et quand P dépasse le PCR, si on augmente la charge par une fraction delta P, on aura un très grand delta latéral et la membrure devient instable. On a un équilibre instable et la défaillance due au flambement. 3 catégories de membrures en compression. On a des colonnes courtes, des colonnes intermédiaires et des colonnes longues. Le problème de flambement est un problème associé avec les colonnes de catégorie longue. Les 3 catégories de membrures axiales en compression. Pour les membrures courtes, la défaillance est due aux ruptures du matériau avant le flambement. Alors le flambement n'est pas un problème ici. Pour les membrures longues et étroites, la défaillance est due au flambement élastique, comme il est montré dans cette figure, avant la rupture du matériau. Et pour les membrures intermédiaires, c'est-à-dire les membrures qui se retrouvent ici, la situation devient un petit peu plus compliquée. Et on a un flambement, au lieu d'être élastique, il va être élastique, avant la rupture du matériau. On ne va pas couvrir la situation des membrures intermédiaires dans ce cours. Dans cette leçon, on va apprendre comment prendre en compte le flambement élastique dans les membrures longues et étroites. Flambement élastique. Pour assurer la stabilité contre le flambement, le P doit être plus petit que la charge critique de flambement. Pour le cas des membrures qui sont longues et étroites, la charge critique de flambement est calculée en utilisant la formule de flambement Euler, the Euler-Buckling Formula, développée par le mathématicien Leonhard Euler. Voici la formule pour le flambement élastique. PCR est la charge critique de flambement. E est le module d'élasticité du matériau. I est le moment d'inertie de la section pour l'axe qui résiste le flambement. L est la longueur de la membrure. K est le facteur qui prend en compte les conditions frontières. On dit LE est la longueur effective de la membrure. Alors ce qu'est L, on peut le remplacer par un LE qui représente la longueur effective de la membrure. Notons que cette formule est seulement valide si la charge critique, la contrainte critique associée à la charge critique de flambement est plus petite que la contrainte de souplesse du matériau, ce qui est le cas des membrures longues et étroites. Mais on doit toujours vérifier ça. Alors on va calculer le PCR et ensuite on va calculer la contrainte critique associée à ce PCR, alors juste en divisant par l'aire de section, et on vérifie que c'est plus petit que la contrainte de souplesse sigma y. Alors, on voit qu'il y a plusieurs facteurs dans cette formule. On va commencer par définir comment on trouve ce KL. La longueur effective. La longueur effective de la membrure LE est égale à KL. Note, pour chaque problème, on devra considérer les deux axes de résistance de la section. Alors, on va calculer un KX et un LX pour trouver ce produit KX-LX pour l'axe des X. Et un KY et un LY pour trouver ce produit KY-LY. Le L est la longueur non supportée latéralement. Alors, pour cette colonne, ça c'est la longueur L. Pour ce treillis, ça c'est la longueur L. Mais si on ajoute des éléments comme ça, qui supportent
la membrure latéralement à des points intermédiaires, on doit faire attention. Alors, dans cette situation qui est montrée dans cette figure, au lieu d'utiliser le L, on va utiliser une L, une longueur beaucoup plus petite entre les supports latéraux. Et dans ce cas, je vois qu'on a mis des supports latéraux dans les axes X et Y. Alors, pour les axes X et Y, on prend la longueur totale divisée par 4. Okay? Juste cette longueur qui est ici. Parce que ce qui va arriver, c'est le flambement va arriver entre ces supports, au lieu d'avoir quelque chose comme ça. Alors, on va utiliser la bonne longueur. Dans certaines situations, parce que le moment d'inertie dans certains axes est plus grand que le moment d'inertie dans d'autres axes, on va ajouter des supports latéraux seulement dans les axes qui ont un plus petit moment d'inertie. Alors, dans cette situation, par exemple, on a une colonne et on a mis les supports latéraux seulement pour supporter l'axe Y. Mais pour l'axe X, il n'y a pas de support latéral. Dans ce cas, quand on va calculer le KX à l'X, on va utiliser la longueur totale parce qu'on peut avoir un flambement comme ça. Mais pour le KY LY, on va utiliser le L sur 2. Le K est un facteur qui prend en compte les conditions frontières, la boundary conditions, ou les appuis ou supports de la colonne. Ok? Alors, si on a une condition pin-pin, on a un pin ici et un pin ici, on va utiliser un K qui est égal à 1. Pour une condition fixed, dans ce cas, on utilise un K qui est égal à 0.5, comme il est montré dans cette figure. Pour un cas fixed pin, alors fixed et pin, dans ce cas, on utilise un 0.7. Pour un free end, okay, si on a un fixed et un free end, dans ce cas, on utilise un K qui est égal à 2. 7. Le moment d'inertie et rapport d'élancement KLR. Alors, si on examine la formule, on vient de voir quoi faire pour le KL. On sait comment calculer le module, il est une donnée du matériau. Le pi, ça c'est juste une constante. Alors, ce qui reste, c'est le moment d'inertie. On a deux cas. Si le Kx multiplié par Lx est égal au Ky Ly, on va juste considérer la situation la plus critique. Alors dans ce cas, on va calculer le PCR avec le moment d'inertie minimum entre le Ix et le Iy. Ça c'est pourquoi certaines fois on appelle ça le strong axis et ça le weak axis. Alors on va toujours le calculer avec le weak axis si le K et le L est le même pour les deux axes. Le cas 2. Si le Kx Lx n'est pas égal au Ky Ly, dans ce cas, on a deux options. La première option, c'est calculer le PCR pour l'axe X. Ensuite, on va calculer le PCR pour l'axe Y et le PCR critique pour notre problème va être le minimum entre les deux. Alors, on va considérer les deux situations et prendre le minimum entre les deux. L'option 2, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le radius of gyration ou le rayon de gyration. Okay? Ça, c'est juste un facteur qui prend en compte le moment d'inertie et l'aire de section. Alors, c'est juste la racine carrée du moment d'inertie divisé par l'aire de section. Et on va le calculer pour le X et pour l'axe Y. Ensuite, on va calculer les facteurs d'élancement pour chaque axe, le KLR X et le KLR Y. Et on va calculer le PCR pour l'axe qui a le KLR minimum. Okay? Alors ça, c'est une méthode qui est couramment utilisée. Par exemple, lorsqu'on fait la conception des éléments de colonnes en acier structural dans les bâtiments, on utilise cette méthode. On va parler du KLR. Pourquoi? Parce qu'on prend en compte la longueur effective et aussi on prend en compte le moment d'inertie de la section. Mais vous avez les deux options lorsque vous avez cette situation. Et voici par exemple un tableau qu'on retrouve lorsqu'on fait le design des colonnes ou des poutres en acier dans les structures. Vous allez voir, on nous donne les valeurs de I et les valeurs de R, comme il est montré dans ce tableau. Et juste ici, vous pouvez voir
le I de l'axe X. On appelle ça le strong axis parce que vous voyez ici, on a une valeur de moment d'inertie qui est beaucoup plus grande que celui de l'axe Y, qu'on appelle le weak axis. Alors on doit faire très attention pour le flambement dans l'axe Y, dans cette situation. Et c'est pourquoi certaines fois on va ajouter des supports latéraux pour l'axe Y et non pour l'axe X. Cas spécial. Si la section n'a pas d'axe de symétrie, on doit faire attention et on doit trouver le moment d'inertie maximum et minimum, c'est-à-dire on doit considérer les moments d'inertie principaux, comme on a vu dans la semaine 3 ou 4. On avait couvert les moments d'inertie principales. Alors on doit calculer ces moments d'inertie principales et ensuite on va calculer le PCR avec le I minimum. Alors le minimum entre les deux. Voici la procédure pour les problèmes de flambement. 1. En utilisant la statique, on trouve la charge axiale dans la membrure. 2. On considère est-ce qu'on a de la compression ou de la traction dans l'élément. Si c'est de la compression, on continue avec toutes les étapes. Si c'est de la traction, on n'a pas de problème de flambement et on va aller à l'étape 7 seulement. Pour chaque axe, on trouve la longueur effective qui est Kx, Lx et Ky, Ly. Pour chaque axe, on trouve le moment d'inertie Ix, Iy. Si la section n'a pas d'axe de symétrie, on calcule le I min, comme on a mentionné. Ensuite, on calcule le PCR, suivant les deux cas qu'on a discutés. Et étape 6, on vérifie que la charge est plus petite que le PCR. Et on note que l'équation Euler est seulement valide si la contrainte CR est plus petite que la contrainte de souplesse. Et finalement, on vérifie aussi la résistance du matériau. Alors, on va considérer la charge et la section et on va comparer contre la contrainte limite de souplesse du matériau. Et ça, c'est la procédure qu'on va suivre. Et ça, c'est la fin de la leçon 12.1.